Bonjour et bienvenue donc dans ce cours de géologie générale dédié aux étudiants de la filière SVTU au titre du module 3 et au titre du semestre S1. Ce cours comprend deux parties. La première partie est consacrée à la cosmologie, sismologie et structure interne de la Terre, partie du cours qui sera dispensée par les professeurs Qassimi et professeur Leftouhi, et une deuxième partie qui sera consacrée à la géochronologie et l'histoire de la Terre, une partie qui donc sera dispensée par les professeurs Nonsayri et professeur Shbani. Dans cette première partie, nous allons positionner donc la Terre dans son cadre cosmologique et on va également avoir un aperçu sur ses propriétés et ses caractéristiques générales. En introduction générale aux sciences de la Terre et de l'univers, eh bien, on va dire que la Terre est une planète relativement récente de l'univers dont la création, l'évolution et le comportement actuel dépendent de son appartenance spatiale, c'est-à-dire de son environnement spatial. Ainsi, on a intégré plusieurs éléments de la cosmologie, tels que l'astronomie, dans les sciences de la Terre, anciennement appelées la géologie, et depuis, on a élaboré une nouvelle science intégrative qui s'appelle donc les sciences de la Terre et de l'univers. Les sciences de la Terre et de l'univers ne signifient pas faire une étude des sciences de la Terre plus une étude des sciences de l'univers, mais plutôt on fait une science ou bien on étudie une discipline qui s'occupe à la fois des sciences de la Terre en tenant compte des éléments extérieurs pour expliquer la géologie, la dynamique et la géodynamique de la planète Terre dans son espace universel. Les sciences de la Terre et de l'univers regroupent donc des sciences dont l'objet est étudier la Terre dans toutes ses composantes, à savoir donc la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère, mais en tenant compte de son environnement spatial. Autrement dit, les sciences de la Terre et de l'univers s'intéressent à la structure de la Terre et à son interaction avec les corps célestes. Donc c'est une partie de la cosmologie. Alors que l'astronomie et l'astrophysique, ce sont des parties de la physique pure qui, elles, étudient les corps célestes et leurs propriétés physiques. Alors quand on parle de corps célestes ou bien astres, eh bien il s'agit tout simplement des galaxies, des planètes, etc. Alors, l'avancée dans les observations autour des sciences de la Terre et de l'univers a été rendue possible par le développement des techniques d'observation à plus grande échelle, notamment l'utilisation de télescopes. Alors, l'apparition et l'utilisation des télescopes a été entamée dès le 18e et 19e siècle et elle a connu donc son apogée avec le télescope Hubble, dont vous voyez ici une photo, qui a été développé par le chercheur américain Hubble, donc vers les années 1915 jusqu'à 1924. Donc, les télescopes, ce sont donc des outils d'observation qui permettent de scruter l'infiniment lointain de l'univers pour prendre des photos numériques de très haute résolution et qui nous permettent d'étudier et d'analyser le spectre lumineux arrivant des confins de l'univers pour en déduire les propriétés physico-chimiques et les compositions physico-chimiques des composants de l'univers. Actuellement, les télescopes maintenant sont montés sur des satellites et ils sont orientés vers l'infiniment lointain de l'univers pour le scruter et pour l'étudier, comme par exemple ici, donc le satellite COB. Alors, en guise de chapitre 1, on va s'attaquer ou bien on va s'intéresser à des éléments de cosmologie, donc autrement dit, sciences de l'univers. Dans ce sens et dans ce cadre, on peut se poser la question, quand on observe une région donnée, on peut se poser la question de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, si je prends l'exemple de cette première diapositive, je vais adopter une méthodologie académique et méthodologique, c'est-à-dire, avant de me lancer dans des définitions et dans des suppositions sur qu'est-ce que ça peut bien être, eh bien, je vais d'abord commencer par positionner mon problème ou ma question en trois étapes. La première étape consiste à observer. Rien que l'observation. Je ne fais qu'observer, regarder très attentivement. Deuxième étape, essayer de décrire ce que je vois. Le décrire sans pour autant m'engager dans des nominations et dans des correspondances. Et troisième étape, et troisième donc étape finale, je vais essayer, selon le contexte dans lequel je suis, ou bien nous sommes en tant qu'étudiants, essayer d'apporter
des espèces de solutions, des espèces de, si vous voulez, d'identification au phénomène que je suis en train d'observer. Alors, je vais commencer par l'observation. Donc, la diapositive me montre ici un espace bidimensionnel. Donc, j'ai ici la dimension Y, j'ai ici la dimension Z. Et bien entendu, pour les plus aguerris, donc vous pouvez voir aussi une dimension ici, profondeur. Donc, qu'est-ce que j'observe? Donc, un espace avec une partie centrale ici fortement lumineuse, entourée par des structures concentriques tout autour de cette partie centrale qui est fortement lumineuse. Plus loin, j'observe donc des structures globulaires qui présentent deux aspects. Une partie ici sombre et une partie, vous voyez ici cette petite lune, une partie qui est illuminée ou bien éclairée car exposée vers cette partie centrale qui émet une forte lumière. Donc ça, c'est la phase d'observation et de description. Maintenant, je passe à la phase d'identification. Eh bien, très probablement, et je dis bien très probablement, tout en restant dans le conditionnel, je ne suis pas tellement sûr, je ne suis pas sûr à 100%, très probablement, il s'agirait ici, il s'agirait au conditionnel, d'un système d'étoiles, avec ici une étoile centrale, dans la partie centrale donc, du système étoilaire, et vous avez ici le plan équatorial de ce système d'étoiles, et toujours dans ce plan équatorial, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ces structures globulaires qui pourraient ou bien qui peuvent éventuellement être des planètes. Des planètes de différentes tailles, de différentes dimensions, présentant une phase obscure et une phase éclairée qui est exposée donc vers la partie centrale. Donc ça, c'est un premier aperçu. Deuxième diapositive que je peux traiter de la même manière. Donc, premièrement, j'observe, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai également toujours un espace bidimensionnel, d'accord? Au centre de cet espace, j'ai, disons ici, un fond sombre, pointé ou bien traversé par des points plus clairs, avec une partie centrale ici où se mélangent à la fois des objets sombres et des objets éclairés ou bien clairs. J'ai là aussi une partie qui est totalement sombre et j'ai ici une partie totalement sombre mais qui est pointée quelque part par quelques petits pointements ici éclairés. Alors, de quoi pourrait-il s'agir? Comme on a défini tout à l'heure l'exemple d'un système d'étoiles, maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin. Là, donc, c'est très probablement, donc je dirais bien, qu'il s'agirait d'une vue d'une partie de l'univers avec ici une galaxie. Et comme la galaxie est constituée par une infinité de systèmes d'étoiles, eh bien, tous les points lumineux que je vois ici, il s'agirait très probablement d'étoiles. Ah, donc, au passage, je signale que les points lumineux ici possèdent des intensités et des trames de couleurs relativement différentes. Par exemple, ici, il est blanc, là, il est orange, celui-là, il est un petit peu rosacé, celui-là, il est franchement rose, celui-là, il est franchement rose. Et la partie sombre, eh bien, c'est tout simplement une zone qui ne réfléchit pas de lumière, qui ne transmet pas de lumière, et donc je ne peux pas la décrire parce que je ne peux pas la voir, tout simplement. Je vois le sombre, mais je ne vois rien qui vient dedans. Et donc, ici, en conclusion, il s'agirait très probablement ici d'une vue de galaxie ou bien d'une galaxie avec une concentration très forte, très abondante ici d'étoiles. Troisième diapositive et troisième exemple, qu'est-ce que ça peut très bien être ici? Eh bien, qu'est-ce que j'observe? J'observe donc une espèce de sphère ou bien une espèce d'ellipse délimitée par un liseré très bleuté d'une couleur très très belle, à l'intérieur duquel j'ai ici des espaces sombres parsemés de structures qui ressemblent grosso modo à des cellules ou à des paramécies ou n'importe quoi, mais nous ne sommes pas en domaine de biologie, donc nous sommes toujours en sciences de l'univers. Et donc là, ici, donc ce sont des structures spiralées de différentes tailles, de différentes vues. Et dans la partie centrale, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une zone centrale de forte luminescence, délimitée à l'extérieur par une structure radiale. C'est comme s'il s'agissait d'une explosion avec une émission de particules vers les parties centrifuges. Alors, en guise de conclusion, il s'agirait ici très probablement d'une vue partielle de l'univers.
Et les entités qui baignent ici à l'intérieur de cet espace et de ce liseré bleu, ce sont très probablement des galaxies. Et on va s'aventurer pour dire que ce sont des galaxies de type spiralé. Ce sont des types qu'on va voir en détail au fur et à mesure de ce cours. Ce qui est en noir ici en sombre, eh bien, c'est tout simplement de la matière que l'on ne peut pas caractériser, que l'on ne peut pas étudier, que l'on ne peut pas définir parce qu'elle ne réfléchit pas de lumière et elle ne transmet pas de lumière et donc on ne peut pas la caractériser. Reste maintenant à discuter la partie centrale qui se trouve ici. Eh bien, il s'agirait très probablement, et je reste toujours au conditionnel, il s'agirait de l'explosion d'un astre céleste. Ça peut être l'explosion d'une galaxie, ça peut être l'explosion d'une étoile. Alors, l'explosion montre ici dans la partie centrale le centre ou bien l'épicentre de l'explosion et plus on s'éloigne, plus donc la couleur devient orange voire rougeâtre. Cela indique donc une diminution de la température en partant du centre de l'explosion. Alors, toutes ces suppositions, donc nous avons vu dans le premier cas ici un système d'étoiles, puis une galaxie, puis un assemblage ou bien un amas de galaxies. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'on part du plus petit vers le plus grand. Aujourd'hui, et contrairement à ce qui a été admis depuis très très longtemps, l'univers n'est plus considéré comme statique, c'est-à-dire inchangeable, mais il est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire il change d'une manière très très active. Et donc, l'univers serait dynamique. Serait dynamique, c'est-à-dire il est toujours en pleine expansion, en pleine évolution. Si on essaie de schématiser un petit peu cette expansion de l'univers et cette dynamique de l'univers, eh bien, ici, nous avons l'origine supposée de l'apparition de l'univers qui est le Big Bang. Si on prend une partie de de cet espace-là qui correspond à l'explosion du Big Bang, donc qui signifie grande explosion, donc nous allons voir que nous sommes dans une structure, enfin, elle n'est plus structurée, dans quelque chose qui est totalement déstructuré. Et cela a persisté pendant une fraction de seconde, suivi par quelques instants par un phénomène qu'on appelle inflation. Et l'inflation, c'est tout simplement lorsque vous avez euh, augmentation du volume. Donc, c'est la matière qui est dispersée et éparpillée à travers un espace extrêmement élevé. Et donc, au final, on va essayer de se retrouver ici avec une vue d'ensemble de l'univers. Et si on prend une petite partie de cette vue d'ensemble de l'univers, on va se retrouver ici avec des structures que l'on peut identifier, c'est-à-dire des galaxies et bon, tout ce qui est ici, donc tout ce qui est clair, ce sont des galaxies. Donc ce sont des choses comparables entre elles. Alors, en introduction, donc on va donner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que l'univers? L'univers représente l'ensemble de tout ce qui existe. Autrement dit, c'est le monde vivant, c'est le monde minéral, c'est l'espace, c'est l'énergie, c'est la matière, c'est tout. Donc, autrement dit, l'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. L'univers est également appelé cosmos, ou quand on fait une observation à partir de la Terre, on parle de l'espace extraterrestre. La cosmologie est donc une branche de l'astronomie qui est consacrée à l'étude de la structure, de l'origine et de l'évolution de l'univers. Donc je retiens étude de la structure, de l'origine et de l'évolution de l'univers. Ce sont donc les trois objectifs principaux de la cosmologie. L'astronomie, c'est une science qui étudie en fait les astres. Donc vous avez ici astres et nomie, qui étudie les astres de l'univers tels que les planètes, les satellites qui tournent autour de ces planètes, les comètes qui traversent l'univers de part en part, les astéroïdes qui se trouvent dans, par exemple, la couche d'astéroïdes autour du Soleil, par exemple, les étoiles comme le Soleil, ou encore les galaxies, comme notre galaxie, la Voie lactée. Alors, la cosmologie, c'est une science qui a pour objectif d'expliquer comment l'univers évolue. Mais elle n'a en aucun cas la prétention d'expliquer pourquoi il existe. Donc la cosmologie n'est pas une science existentialiste, mais c'est plutôt une science relativement exacte qui essaie d'expliquer comment
l'univers évolue, pourquoi il a évolué comme ça. Et la cosmologie a abouti finalement donc à une histoire hautement vraisemblable, acceptée par la communauté scientifique. Donc, l'univers depuis la Terre, comment est-ce qu'on va le voir? Donc, on va se positionner ici au niveau de la Terre. Aux confins, c'est-à-dire du ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit les galaxies. Au-delà de la galaxie, donc on voit donc les amas de galaxies. Et on va retourner donc jusqu'au, si vous voulez, on fait ici un voyage dans le temps, mais en arrière, jusqu'au point de départ qui est le Big Bang. Donc je reprends dans l'autre sens. Vous avez ici le Big Bang, c'est le point de départ de la création de l'univers. Nous sommes en présence d'un monde ionisé, c'est-à-dire constitué par des ions qui sont libres les uns par rapport aux autres. Lorsque la température va diminuer, on va donc se retrouver avec un univers neutre constitué par des atomes neutres. Et les atomes vont se constituer en molécules, les molécules en cristaux, les cristaux en roches, etc., jusqu'à arriver donc à la reconstitution de la galaxie. Et à l'intérieur de la galaxie, vous avez le système solaire dans lequel vous avez la planète Terre, dans laquelle vous avez le continent africain, et ici vous avez donc le Maroc. Donc toute cette histoire s'est déroulée sur une période de 15 milliards d'années. 15 milliards d'années depuis la création de l'univers jusqu'à l'actuel. Alors, pour approcher d'un point de vue dimension ces grandes distances, on va s'intéresser aux unités de mesure utilisées en astronomie. Alors, en astronomie, on utilise généralement trois sortes d'échelles. L'année-lumière. L'année-lumière, en fait, correspond à la distance parcourue par la lumière pendant une année de notre temps. Autrement dit, on va prendre la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde, la multiplier par 24, 3600 secondes, par 24 heures, par 365,25 jours de l'année, et on se retrouve avec un chiffre de une année-lumière qui correspond à 9,461 10 puissance 12 km. Alors, c'est tout simplement 10 millions de kilomètres. On rappelle donc au passage que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Alors ici, une petite parenthèse pour signaler que la lumière du soleil met environ 8 minutes pour arriver à notre œil. Autrement dit, lorsque le soleil se lève et que je le vois à l'horizon, eh bien, il était là 8 minutes avant. Et donc la lumière a mis 8 heures pour arriver à mon œil. Et quand je le vois, il était là, dans cette position, il y a 8 minutes. Après l'année-lumière, donc il y a l'unité astronomique. Alors c'est quoi une unité astronomique? C'est une unité de mesure des distances spatiales qui a été définie donc par la communauté scientifique qui s'intéresse au cosmos et à l'univers. Et une unité astronomique, c'est tout simplement la distance qui sépare la Terre du Soleil. Et elle correspond exactement ou bien approximativement à 150 millions de kilomètres. Lorsque les distances dépassent l'unité astronomique, deviennent beaucoup plus importantes, eh bien on utilise une autre mesure qui s'appelle le parsec. Le parsec est très utilisé dans l'étude des galaxies. Il correspond à la distance d'un astre depuis le Soleil, dont le parallaxe annuel correspond à une seconde. Donc ça, ce sont des considérations physiques. On ne va pas donc se casser la tête avec. Mais sachez tout simplement qu'un parsec est égal à 206 265 unités astronomiques. Vous prenez ce chiffre-là et vous le multipliez par à peu près 206 000 et demi fois. Alors, ça correspond à 3,26 années-lumière. Donc, ça correspond également à 3100 milliards de kilomètres. Quand on se trouve ou bien quand on s'intéresse aux distances dans les confins de l'univers, eh bien, on se positionne donc autour du mégaparsec. Et le mégaparsec correspond tout simplement à 1 million de parsecs. Alors, la structure de l'univers. L'univers est structuré d'une manière hiérarchique, c'est-à-dire que de petites unités se regroupent et s'organisent en unités d'ordre supérieur et elles s'organisent également en ordre légèrement supérieur et ainsi de suite. Si on fait le départ à partir donc de l'unité de base qui est la galaxie est elle-même constituée par des milliards d'étoiles. Donc vous avez des étoiles qui s'organisent pour
dans un assemblage ou bien dans un rassemblement de plusieurs milliards d'étoiles, comme notre Soleil, pour faire une galaxie. Plusieurs galaxies donc vont s'associer sous forme de milliards de galaxies pour donner lieu à ce qu'on appelle un amas de galaxies. Plusieurs milliers d'amas de galaxies s'organisent et se regroupent pour former un super amas de galaxies. Et les super amas de galaxies constituent en fait constituent l'univers. On pourrait éventuellement et tout légitimement penser qu'il n'y a pas qu'un seul univers, mais qu'il y a plusieurs univers qu'on appelle aussi des multivers. Et les multivers vont tout simplement converger vers un seul univers multiple. Alors, si on essaie d'illustrer ceci, donc cette structuration hiérarchique de l'univers, donc nous partons ici de l'infiniment petit, donc vous avez ici la Terre qui appartient au système solaire, le système solaire appartient à la galaxie et la Voie lactée, la galaxie et la Voie lactée donc va s'associer à plusieurs milliards d'autres galaxies pour faire un amas de galaxies, les amas de galaxies vont se constituer en super amas de galaxies, etc., jusqu'à arriver à une vue globale de l'univers ici. Alors, schématiquement, il y a plusieurs milliards de galaxies qui baignent donc dans l'espace extraterrestre, ou bien qu'on appelle l'univers. Donc on peut voir ici une galaxie. Donc tous les points lumineux ici, ce sont des galaxies. Lorsque les galaxies se regroupent entre elles, elles forment donc des amas de galaxies. Voilà, donc ici il y a un amas de galaxies, j'ai ici un autre amas de galaxies, et plusieurs amas de galaxies, voire plusieurs milliers d'amas de galaxies s'organisent pour former des super amas de galaxies. Et ici, en parlant de galaxies, voici un exemple type de la galaxie NCG 891 qui est vue dans son plan équatorial. Donc nous avons ici la partie centrale qu'on appelle également le bulbe, et elle est constituée par une concentration très élevée de systèmes d'étoiles, ou bien d'étoiles tout simplement. Et dans cette partie équatoriale ici, quand on s'éloigne de la partie centrale, eh bien, on a de moins en moins de concentration d'étoiles. Et donc la partie ici centrale, épaissie, d'accord, s'appelle donc le bulbe. Maintenant, si nous observons la Voie lactée, mais vue d'au-dessus, vue d'en haut, eh bien nous avons toujours cette structure centrale qu'on appelle le bulbe, qui présente une très forte luminosité, et cette très forte luminosité correspond en fait à une association d'un très grand nombre d'étoiles avec leurs planètes affiliées. Plus loin, sur les bras, vous voyez ici donc des bras, ce qu'on appelle les bras de la spire. Plus loin, nous avons par exemple ici la pointe de la flèche rouge qui indique la position de notre système solaire et donc de notre Soleil. Donc où est la Terre? Eh bien, elle est quelque part infiniment petite, cachée au niveau de la pointe de la flèche rouge. Maintenant, en termes de caractérisation des objets et des astres, nous allons prendre ici des objets, comme par exemple la poussière, les astéroïdes, une planète par exemple la Terre, une naine brune, et on va voir donc les définitions de naine brune c'est quoi, une étoile, un amas d'étoiles pour constituer une galaxie, et un amas de galaxies. Donc ça, ce sont les objets. De l'autre côté, on a les masses typiques, puis on a les tailles typiques, et on a les densités. Alors, on va prendre comme état de référence l'étoile. L'étoile, et on va lui donner une masse typique de 1. On va lui donner une taille typique de l'ordre du million de kilomètres et une densité de l'ordre de 1. Dans les astres plus petits, on va voir comment ça va évoluer. Et dans les astres plus grands, on va voir donc comment évoluent donc les trois paramètres que l'on a ici. Donc ici, nous avons une masse typique qui part d'une étoile. Et un amas d'étoiles va constituer à peu près 10 puissance 5 fois la masse typique d'une étoile. Donc déjà, 10 puissance 5, ça fait 100 000. Une galaxie est de l'ordre de 10 puissance 11, c'est-à-dire à peu près 100 millions. Un amas de galaxies représente une masse typique de 10 puissance 14. Et au passage, je vous demande de retenir que l'essentiel de la masse des amas de galaxies, des amas d'étoiles, des amas de galaxies et des amas des galaxies est constitué et concentré dans les étoiles et non pas dans les planètes qui tournent autour de ces étoiles. Dans une dimension beaucoup plus petite, donc une naine brune qui en fait est une étoile qui s'est éteinte, donc pourquoi on l'appelle brune? On l'appelle naine parce qu'au départ c'était une étoile géante,
Après, donc, quand elle s'était éteinte, elle a diminué de volume, donc elle est devenue plus petite. Et donc, on l'appelle naine. Mais c'est une naine brune. Et regardez ici, la masse typique est à peu près 500 fois moins importante que la masse typique d'une étoile. Une planète est 10 puissance moins 5 fois la masse typique. Un astéroïde, c'est 10 puissance moins 12 la masse typique d'une étoile. Et les poussières, c'est 10 puissance moins 39 fois la masse typique d'une étoile. Maintenant, en termes de taille typique, si on considère que la taille d'une étoile, c'est de 10 puissance 6 km, eh bien, ici, on va aller vers les tailles de plus en plus petites jusqu'à atteindre le micron, et ici, on va aller vers les tailles les plus importantes jusqu'à atteindre ici le 10 puissance 7 parsec. Alors, plus la taille augmente, plus la densité diminue. Pourquoi? Parce que la taille ici, elle ne tient pas compte des substances solides, mais elle tient compte si vous voulez, de la taille en termes d'espace, d'occupation de l'espace, et donc c'est le volume. Et donc ici, on a des masses, des densités relativement autour de 1, avec une naine brune qui se trouve fortement densifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue naine. On est parti d'une étoile, on a baissé à peu près 500 fois, et donc on a concentré la densité. Alors ici, les densités sont tellement petites, 10 puissance moins 28 fois la densité de l'étoile, alors que pour les planètes, l'astéroïde et la poussière, donc on reste toujours dans la même densité ou approximativement dans la densité d'une étoile. En termes de pourcentage de distribution des composantes de l'univers, tout ce que nous observons, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, etc., les astéroïdes, etc., et les gaz, tout cela ne représente que 4%, 4% en termes de composition de l'univers. Et les 96% sont constitués par d'autres choses que pour le moment on va appeler énergie noire et matière noire. C'est-à-dire, c'est la partie de l'univers, c'est la composition de l'univers qui n'a pas encore été étudiée à cause donc justement de ce manque de réactivité de cette substance, de cette matière qui n'émet pas de rayonnement, qui ne réfléchit pas de rayonnement, donc on ne peut pas l'étudier. Maintenant, donc, on va s'intéresser à la naissance et à l'évolution de l'univers. Alors, pour expliquer la naissance de l'univers, il y a eu donc plusieurs théories. Mais la théorie la plus abordable, la plus acceptable par l'ensemble de la communauté scientifique, c'est la théorie du Big Bang. Alors, que dit cette théorie du Big Bang? Eh bien, elle dit tout simplement que toute la matière, toute l'énergie et tout l'espace qui composent notre univers d'aujourd'hui étaient comprimés et contenus dans une boule primitive de faible dimension. L'explosion de cette boule, sous l'effet de la pression intenable, aurait engendré la naissance de l'univers. Il s'agirait ici donc d'une théorie de création instantanée de la matière. Donc ici, vous avez toute l'énergie, tout l'espace et toute la matière qui constituent l'univers actuel était contenu dans une boule, dans une sphère de faible dimension, dans laquelle s'exerçait de fortes pressions, de fortes, si vous voulez, interactions. Elle a fini par céder, elle a fini par exploser pour mettre l'univers dans une espèce de soupe immatérielle qui a subi une évolution pour reconstituer ici au final, après 13,7 milliards d'années, l'univers tel qu'on le connaît actuellement, avec des galaxies, avec des, si vous voulez, des amas de galaxies, etc., etc. Alors, au passage, lors de l'explosion, donc, est apparu ce qu'on appelle la matière et l'antimatière, c'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait parlé donc de 4% de matière et 96% de matière que l'on ne peut pas caractériser, et donc à ce niveau-là, on va l'appeler antimatière. Donc, cette explosion a généré ou bien a mis en essence de la matière et de l'antimatière qui étaient en équilibre entre elles. Comment est-ce que ça va évoluer? Eh bien, vous avez ici l'axe du temps, vous avez ici l'axe des températures et vous avez ici l'axe des compositions. Et ces couches-là, elles représentent à la fois l'âge, mais aussi l'évolution de la température. Au départ, et pendant, regardez,
une fraction infiniment petite de seconde, autour de 10 puissance moins 43 secondes, il y avait l'explosion du Big Bang. Et vous avez ici un ensemble de points d'interrogation qui veut dire qu'à ce niveau-là, il y avait des substances, mais c'est des substances que l'on ne peut pas nommer à l'état actuel des connaissances scientifiques. Après, c'était donc autour d'une température de 10-32 degrés Kelvin. Et ici, vous avez donc, vous voyez des L, vous avez des Q. Donc les L, donc ce sont les leptons, les Q, ce sont des quarks. Vous avez ici des électrons. Donc tout ça, mais dans une soupe primitive libre. Donc il n'y avait pas encore de la matière. C'est l'état primitif de la matière. Après, donc ici, une maturation, d'accord? La température continue à diminuer et les quarks vont commencer à s'associer avec les uns avec les autres. Vous avez ici des électrons toujours libres, vous avez ici les bosons Z et les bosons W, etc. Bon, les quarks vont constituer les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons vont s'associer ici pour constituer les premiers noyaux de la matière. Puis vous avez ici les électrons qui sont toujours à l'état libre, et bien ils vont se rapprocher pour constituer le point de départ, donc c'est-à-dire les premiers atomes. Donc vous avez ici le noyau et les couches électroniques d'un atome quelconque, et éventuellement ici c'est l'atome d'hélium. Puis l'atome d'hydrogène, et bien donc c'est le point de départ de tout l'univers jusqu'au visage que l'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sous forme de galaxies, sous forme de systèmes d'étoiles, etc., etc. Et donc, tout cela s'est passé, bien s'est déroulé sur une échelle d'à peu près 15 milliards d'années, avec une réduction de température de l'ordre de 10 puissance 32 degrés Kelvin jusqu'à 0 degrés Celsius, qui correspond à 2,73 degrés Kelvin. Et donc, c'était une histoire relativement compliquée. Nous arrivons maintenant à l'âge de l'univers. Donc, on avance de très, très souvent que l'âge de l'univers est de 15 milliards d'années, mais c'est très approximatif. Alors, comment cet âge de l'univers a été étudié, a été obtenu? Eh bien, tout simplement par la combinaison ou bien par la confrontation des résultats de trois méthodes. La première méthode, c'est l'âge des plus vieux amas d'étoiles en connaissance, donc en examinant leur spectre lumineux. La deuxième méthode, c'est la vitesse d'éloignement des galaxies qui a été étudiée et très dans détail par Hubble. Et puis, donc, la désintégration des atomes radioactifs, comme par exemple l'uranium qui est contenu dans les étoiles, éventuellement le Soleil. Alors, l'expansion de l'univers, en 1924, donc Hubble a observé les galaxies. Et ces galaxies semblaient s'éloigner les unes des autres à une distance d'autant plus grande que ces galaxies étaient lointaines. Alors, cette théorie, qui s'appelle aussi fuite des galaxies, est interprétée en termes de relativité générale, comme une expansion de l'univers lui-même et non pas comme un mouvement des galaxies à travers l'espace. Donc, pour illustrer cette notion de fuite des galaxies, eh bien, vous avez ici les résultats des travaux d'observation de Hubble effectués pendant presque 15 ans. Donc, ici, en axe des abscisses, il a mis les distances d'observation des galaxies. En axe des Y, il a placé la vitesse d'éloignement des galaxies les unes des autres. Et chaque point ici représente deux galaxies. Donc, cet ensemble de points représente des couples de galaxies situées à une distance d'à peu près 50 millions d'années-lumière les unes des autres et s'échappant loin les unes des autres d'à peu près 10 à la puissance 3 km par seconde, c'est-à-dire 1000 km par seconde. Donc je vais prendre ce premier groupe-là, je vais prendre un deuxième groupe qui va être situé ici, et je vais prendre un troisième groupe situé ici. Alors, ce groupe-là, donc il possède une vitesse, enfin disons une distance de séparation d'à peu près, on va dire, allez, 75 millions d'années-lumière. Au passage, donc ici, l'axe est logarithmique. Et la vitesse moyenne d'échappement ou bien de fuite est de l'ordre de 10 puissance 3 km par seconde, 1000 km par seconde. Par contre, ce groupe-là, donc il est situé à peu près à 1000 millions d'années-lumière, donc 1 milliard d'années-lumière, et il s'échappe à peu près à 10 puissance 4 km par seconde, c'est-à-dire 10 000 km par seconde. Par contre, ce dernier groupe-là, donc il représente des galaxies, donc chaque point représente deux galaxies. Des galaxies qui se trouvent à 5 10 puissance 3 années-lumière, millions d'années-lumière, et leur vitesse de fuite est de l'ordre de 3 10 puissance 5 km par seconde. Donc je récapitule. Ça, c'est autour de 75 millions d'années-lumière.
une vitesse de 1000 km par seconde. Ça, c'est 1000 millions d'années-lumière, une vitesse d'échappement de 10 puissance 4 km par seconde. Et celles-là, elles sont séparées d'à peu près 5000 millions d'années-lumière et leur vitesse d'éloignement est de l'ordre de 3 10 puissance 5 km par seconde. Donc, 3 10 puissance 5 km par seconde, c'est quoi? C'est tout simplement la vitesse de la lumière. Autrement dit, on peut éventuellement et d'une manière un petit peu imagée considérer que ces galaxies-là sont proches les unes des autres, même si elles sont séparées de plusieurs dizaines de millions d'années-lumière, mais leur vitesse d'échappement, leur vitesse de fuite est relativement basse. Ceux-là sont situés à peu près à 1 milliard d'années-lumière les unes des autres, et elles s'échappent d'à peu près de 10 puissance 4, c'est-à-dire 20 000 km par seconde. Par contre, celles-là, qui sont situées à peu près 5 milliards d'années-lumière les unes des autres, eh bien, elles ont une vitesse de fuite qui correspond tout simplement à la vitesse de la lumière. Donc, on peut imaginer que des galaxies situées dans les confins de l'univers, mais qui sont totalement éloignées, subissent une fuite les unes des autres, donc un déplacement les unes des autres, avec une vitesse qui correspond à la vitesse de la lumière. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cet éloignement de ces galaxies? Est-ce qu'on peut considérer que l'espace de l'univers est un volume ou bien une structure statique et que les galaxies se déplacent à l'intérieur de cet espace figé? Ou alors, est-ce que l'espace est dynamique, c'est-à-dire malléable, mobile, comme vous pouvez, déformable, comme vous pouvez imaginer, et les galaxies se déplacent avec lui? Alors, la schématisation de ce concept est la suivante. Donc ici, dans le premier exercice, vous avez une structure figée. D'accord? Vous avez ici la structure, bien l'armature de la structure figée. Et le bonhomme ici, il va gonfler dans un ballon qui est relativement souple. Et vous avez ici les galaxies. Ces galaxies s'éloignent les unes des autres. Et plus le bonhomme gonfle, donc le volume à l'intérieur gonfle, et les galaxies s'éloignent, mais à un certain moment, elles vont s'arrêter. Donc ici, on parle d'une structure ou bien d'une configuration statique. Par contre, on peut imaginer que l'univers ne connaît pas de limite rigide. Et donc le bonhomme ici gonfle dans un ballon qui est souple. Les galaxies ici, elles s'éloignent les unes des autres. Et vous voyez donc que finalement, l'univers se dilate et les galaxies se déplacent avec lui. Ce qui veut dire que ces observations nous indiquent que les galaxies s'éloignent les unes des autres, conduisant à la notion d'un espace dynamique et que les galaxies se déplacent suivant l'extension de cet univers. Donc l'expansion de l'univers donne lieu à une dilatation et cette dilatation donne lieu à un refroidissement.